J'aide les dirigeants et les équipes à construire un héritage solide en matière de leadership pour atteindre les objectifs de développement durable. S'il fallait intégrer une phrase introductive sur ces cartes de visite, c'est probablement celle-là que choisirait Stéphane Corridon en tant que coach de leadership dévoué dont la conviction principale est que le véritable succès provient de la contribution à une cause plus grande. Qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce que la résilience émotionnelle? Qu'est-ce que le leadership transformationnel? Quel lien existe-t-il entre les polycrises contemporaines et la notion de leadership? Retrouvez son éclairage au sujet de toutes ces interrogations dans ce nouvel épisode de Lead in Business. Si vous deviez débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Stéphane Corridon? Stéphane Corridon, c'est un afro-descendant installé en Côte d'Ivoire. C'est aussi un afro-optimiste passionné du développement, du leadership, du changement, et évidemment du changement positif. Mais c'est aussi un chef d'entreprise depuis maintenant plus de 20 ans et un heureux papa de 4 enfants. Vous assurez la direction générale d'Itos Consulting depuis quelques années. Pouvez-vous nous présenter ces structures ainsi que les activités développées à travers elles? Alors, Ethos Consulting est un cabinet panafricain qui intervient dans le domaine de l'accompagnement au changement. Et notre métier principal, c'est d'accompagner les entreprises à faire évoluer leur culture managériale pour gérer leur transformation et répondre à leurs enjeux de développement. Donc nous travaillons évidemment avec le panel classique qui va du conseil en développement du leadership, en passant par la formation aux pratiques nécessaires de leadership, évidemment du coaching individuel et collectif. Et c'est quelque chose que nous faisons principalement pour des grands groupes internationaux. Nous le faisons en français et en anglais, parce que bien qu'étant basé à Abidjan, nous intervenons sur toute la sous-région, mais aussi sur l'Afrique anglophone, où nous accompagnons un certain nombre d'entreprises aussi sur ces thématiques-là. Comment définissez-vous les notions de résilience émotionnelle et de leadership? Quel lien établissez-vous entre ces deux notions, notamment compte tenu du contexte actuel marqué par les incertitudes? Je pense fondamentalement qu'on attend d'un leader qu'il sache décider, et notamment qu'il sache décider quand les choses sont difficiles. Sauf que quand les moments sont difficiles, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes soumis et transportés par des émotions qui ne nous aident pas forcément à bien prendre les décisions au bon moment et ne nous aident pas finalement à rebondir. Et fondamentalement aussi, je crois que c'est justement dans les difficultés qu'on devient finalement un bon et un grand leader. Et on trouve cela illustré dans un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui dit que c'est dans la tempête qu'on voit la qualité du bois du bateau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans les moments difficiles qu'on voit finalement de quel bois on est fait. Et c'est dans les moments difficiles justement qu'on apprend à renforcer notre armure pour pouvoir avancer et, euh, et traverser des caps plus ou moins difficiles. Et donc je travaille aujourd'hui avec la profonde conviction que un leader a besoin de développer sa maturité émotionnelle. Et je suis confronté dans mes activités à beaucoup de leaders qui ont des choses compliquées parfois à gérer et qui n'ont justement pas cette maturité émotionnelle et qui sont englués, je dirais, dans tout un tas d'émotions qui les empêchent d'avoir la lucidité nécessaire, qui les empêchent d'avoir la prise de recul nécessaire pour pouvoir agir dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise ou plus modestement d'une équipe. Et pour moi, je dirais qu'on ne peut pas parler de leadership sans évoquer la résilience émotionnelle.
La résilience émotionnelle, pour moi, est ce concept qui invite justement à être à l'écoute de ses émotions, qui invite aussi à savoir gérer ses émotions, qui invite aussi à savoir exprimer ses émotions de façon constructive et qui permet finalement de créer, même dans les crises les plus difficiles, de créer une forme de sérénité. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par aussi un certain nombre d'habitudes, aussi une forme de discipline au niveau des leaders pour apprendre à gérer ces émotions, ce tumulte émotionnel, j'allais dire, pour pouvoir gagner en sérénité et évidemment en efficacité et en pertinence dans les choix qu'il est amené à prendre dans les moments justement les plus difficiles. Dans une tribune récemment publiée par vous, vous affirmez que contrairement à l'idée romancée que s'en fait l'opinion publique, pour vous, la définition du leadership la plus pertinente est celle proposée par Steven Snyder dans son livre intitulé Le leadership et l'art de lutter. Comment les grands leaders grandissent à travers les défis et l'adversité. Pouvez-vous clarifier cette assertion à l'attention des personnes qui nous suivent? Tirer parti des bonnes leçons, à condition toutefois aussi de savoir prendre suffisamment de recul pour se développer, pour grandir et savoir adopter le bon comportement si on est de nouveau confronté à ces moments de difficulté. Donc il y a pour moi dans l'adversité une expérience qui permet au leader de gagner à la fois en maturité et beaucoup plus globalement aussi en sagesse. Et c'est pour ça que j'invite aussi les médias et ceux qui écoutent peut-être cette interview à aussi considérer l'exercice du leadership comme étant aussi un exercice d'humilité. D'humilité parce que on n'est pas parfait, d'humilité parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire, et d'humilité parce que ça nous invite finalement à une forme de vulnérabilité, une vulnérabilité qu'on accepte de facto pour pouvoir grandir. Et donc, en reconsidérant le leadership comme ça, on en fait quelque chose qui est, pour moi, je dirais plus humain, et moins quelque chose présenté comme fantastique ou fantasmagorique. Voilà, revenons à, je crois, une forme de réalité concrète, où oui, il y a des choses difficiles. Ces choses difficiles sont des leçons, sont des expériences, et c'est ça qui nous permet de grandir et de savoir comment être plus résilient face aux incertitudes, aux mutations, aux transitions. Voilà, donc en somme, c'est dans les luttes qu'on a avec l'environnement, mais aussi toutes ces luttes que l'on a avec nous-mêmes, toutes ces luttes que nous avons aussi avec les personnes qui nous entourent et sur la façon dont émotionnellement nous gérons ça, qui nous aident à devenir finalement des leaders au service des bonnes causes, en essayant de faire de notre mieux pour faire avancer les choses en répondant aux attentes et aux besoins de toutes les parties prenantes qui comptent sur nous et qui nous font confiance pour les accompagner vers un meilleur futur. Le cheminement de l'Afrique est marqué par une histoire riche, une culture dynamique et un potentiel inexploité qui a besoin d'un leadership transformatif pour se révéler. Qu'entendez-vous par leadership transformatif? Oui, pour moi, l'Afrique a besoin d'une nouvelle forme de leadership. Et je le dis clairement et très ouvertement, l'Afrique a besoin d'une forme de leadership qui s'appuie sur ses réalités, qui s'appuie sur son contexte socioculturel, etc. Le leadership n'est pas pour moi quelque chose d'universel. C'est-à-dire que le leadership, avec ses méthodes, ses comportements, son état d'esprit, est quelque chose qui s'adapte
à l'environnement dans lequel il est, justement pour pouvoir aller chercher de la performance, de l'efficacité, de l'harmonie, etc. Et donc, je ne comprends pas pourquoi les formes de leadership que l'on voit sur le continent devraient finalement être que les formes de leadership venues du monde occidental, européen et américain. Il y a fondamentalement pour moi une nécessité à aller rechercher les formes de leadership qui fonctionnent le mieux sur le continent avec un contexte sociologique plus spécifique qui appelle à des interactions relationnelles plus en phase avec le contexte dans lequel nous vivons. Et donc quand je dis qu'il faut un leadership transformatif, ça veut aussi dire qu'il faut ramener et revenir, plutôt que ramener, mais revenir à une forme de leadership qui serait plus en phase avec les valeurs africaines, qui reposent sur la solidarité, qui reposent sur le côté communautaire, et qui appelle un leader à être un leader parce qu'il est reconnu comme tel. Reconnu comme tel par les membres de sa communauté et reconnu aussi comme tel parce qu'il travaille au service du développement de sa communauté. Et on a tendance à voir l'aspect communautaire comme étant voilà, un aspect autour du tribalisme, etc. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit juste de dire que le monde occidental, avec une forme de leadership qui pousse et qui inscrit et qui construit sur l'individualisme, ne peut pas fonctionner dans des sociétés qui sont basées sur des modèles plutôt communautaires. Et donc ça mène aussi les leaders africains à s'interroger sur finalement quel est son rôle ou son style de leadership qui est le plus efficace dans le contexte dans lequel il est. Et là, ça pousse à finalement s'interroger sur finalement qui je veux être en tant que leader africain, quelle forme de leadership je veux amener, et puis surtout, qu'est-ce que je veux transmettre aux générations qui vont finalement suivre mes pas. Qu'est-ce que je vais laisser pour que cette sagesse, ce mode d'interaction contribue à élever finalement l'Afrique. Parce que le constat, malgré tout, est assez dramatique. Les formes de gouvernement qui ont aujourd'hui ou qui prévalent aujourd'hui sur le continent sont des formes de gouvernement ou de gouvernance qui viennent d'ailleurs. Et on voit les résultats. Elles n'ont pas marché. Donc ça veut bien dire que ce ne sont pas les bonnes formes de gouvernance ou de gouvernement. Il faut donc créer des formes qui fonctionnent. Et ça demande à nos leaders aussi sur le continent, finalement, un travail finalement introspectif pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux construire pour ma communauté, pour mon pays, pour mon continent, qui ait réellement de la valeur et qui soit réellement efficace. Quel lien établissez-vous entre les polycrises contemporaines et la notion de leadership? C'est vrai que le monde est traversé par un certain nombre de crises. Depuis la pandémie, on a vu émerger ici et là un certain nombre de crises. Et ces crises impactent évidemment le continent africain. Mais comme je l'ai évoqué plus haut, c'est justement dans ces moments-là qu'on a besoin de leadership. C'est justement dans ces moments qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui sont capables d'avoir la maturité émotionnelle pour prendre les bonnes décisions, guider les personnes dans le bon sens et puis préserver le bien commun. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui sont capables justement de tenir bon, de garder le cap pour pouvoir faire avancer les choses et sortir de la tempête. Je l'ai évoqué un peu plus haut, mais je vais le redire parce que ce proverbe a pour moi tellement de sens. C'est effectivement dans la tempête qu'on voit la qualité du bois du bateau. Et dans ces périodes de crise, ben oui, il faut des bateaux qui soient capables d'affronter les vagues, d'affronter les vents, de garder le cap pour pouvoir sortir convenablement de ces tempêtes. Nous sommes à un moment où le leadership, pour moi, n'a jamais été aussi important.
mais un leadership qui appelle à la responsabilité. À la responsabilité et notamment à la responsabilité sociale. Parce que les hommes et les femmes qui nous font confiance en tant que leaders ont besoin de notre jugement, ont besoin de notre exemplarité pour pouvoir avoir confiance. Il y a une crise de confiance fondamentale aujourd'hui dans le monde. Une crise de confiance entre ceux qu'on appelle nos gouvernants euh, et, et la population. Et on le voit dans la société, mais aussi dans les entreprises. Ce qui crée un désengagement extraordinaire au niveau de l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Les gens ne sont plus engagés à travailler parce qu'ils n'ont plus confiance. Et donc pour moi, ça crée une forme de repli sur soi qui, à mon avis, ne va pas dans le sens du progrès, ne va pas dans le sens d'un humanisme qui est, pour moi, en tout cas, dans les croyances que j'ai, plus favorable au développement. Donc il faut s'intéresser à cette question, se disant mais de quel type de leader avons-nous besoin? De quel type de forme de leadership nous avons besoin dans ces moments difficiles? Et je crois, en conclusion à cette question, que la meilleure des formes, c'est une forme qui soit réellement au service du développement de chacun, des communautés, et qui va dans la recherche, encore une fois, du bien commun. Si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent 3 événements liés à l'actualité socio-économique qui vous ont marqué depuis le début de l'année, ce seraient lesquels d'après vous? Alors les événements qui m'ont le plus marqué cette année, je dirais le conflit israélo-palestinien, à travers finalement l'expression pour moi de la barbarie dans les deux camps. Et je trouve que c'est quelque chose qui me sidère et qui va laisser des traces très profondes sur les relations internationales, je le crois, profondément, en prolongement évidemment de ce qui se passe déjà en Europe avec la situation en Ukraine, la Russie, etc. Et les conséquences qu'il y a sur le continent africain. Le deuxième événement qui m'interroge et je suis curieux de savoir comment les choses vont avancer, c'est l'émergence de ces nations africaines qui veulent leur autonomie, leur indépendance, leur autodétermination. Voilà, je pense au Burkina, je pense au Mali, et je regarde ça avec beaucoup d'attention, en me demandant finalement comment les choses vont avancer et en leur souhaitant de réussir aussi leur ambition, leur challenge. Et puis dernier événement beaucoup plus, je dirais, agréable, ludique, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Non pas parce que je suis en Côte d'Ivoire et qu'on a gagné, mais aussi parce que cet événement nous a montré que quand les choses sont bien faites, que c'est qu'il y a une Afrique qui gagne quoi et qu'il a démontré que l'Afrique peut faire de très belles choses et qu'ils ont les moyens de représenter des compétitions internationales au plus haut niveau et je trouve que c'est un bel exemple que l'Afrique a énormément de potentiel, énormément de richesses et donc je tiens vraiment à le souligner quoi. Cet événement a été extrêmement marquant pour moi parce que il a fédéré finalement plusieurs nations africaines autour d'un sport qui est extrêmement populaire et il a montré une très très belle fraternité, même si il y a eu des petits événements ici et là un peu conflictuels, mais globalement et dans 98% des cas, il a montré qu'il y avait énormément de fraternité en Afrique malgré tout ce que l'on peut entendre. Et enfin, 3 choses qui vous aident à rester positif, à garder le cap en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes. Oh, les choses qui m'aident à garder le cap dans les moments difficiles. Alors, je dirais dans un premier temps ma foi inébranlable en des jours meilleurs.
Voilà, je suis d'un fondamental optimiste, même quand les moments sont durs, mais je pense être un fondamental optimiste. Je dirais aussi les bons moments que je tends à privilégier avec des personnes voilà, que j'apprécie et qui me voilà, qui me remontent quand ça va pas et voilà, qui m'apportent une certaine chaleur humaine. Et ça, c'est important. Je l'ai parfois négligé et ça m'a coûté cher. Et puis peut-être, et je dirais peut-être en dernier lieu, le sourire et les étoiles dans les yeux des personnes que j'accompagne et qui réussissent des choses qu'ils ne pensaient pas réussir. Euh, et ça me donne un profond sentiment d'utilité et ça m'encourage à continuer. Voilà.